Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Liban est au centre d'une intense balai diplomatique. L'Union européenne a annoncé la visite le 9 janvier à Beyrouth de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa. Les deux responsables vont évoquer la situation politique, économique et sécuritaire du pays, ainsi que le soutien européen à la stabilité du Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est attendu à Beyrouth dès demain, accompagné d'une délégation économique. Téhéran dit vouloir renforcer la coopération bilatérale, notamment économique. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé à Beyrouth pour discuter du futur de la FINUL, alors que plusieurs contingents internationaux commencent à se retirer à l'approche de la fin du mandat 2027. À Alep, des milliers de civils fuient les quartiers kurdes, désormais classés zone militaire par l'armée syrienne, ravivant les souvenirs les plus sombres de la guerre dans la deuxième ville du pays. À Alep, la peur a repris le dessus. Des civils ont quitté en masse les quartiers kurdes de Cher Maksoud et Ashrafieh après l'annonce de l'armée syrienne, les déclarant zone militaire. Des couloirs humanitaires ont été ouverts en urgence avant l'entrée en vigueur de cette décision en milieu d'après-midi sur place. Des familles chargées de sacs et de couvertures, parfois en larmes, tentent de fuir au plus vite. Beaucoup redoutent une nouvelle escalade, alors que des accrochages sporadiques opposent depuis mardi les forces gouvernementales aux unités kurdes, faisant au moins 9 morts. L'armée syrienne a averti que toutes les positions des forces démocratiques syriennes dans ces quartiers seraient désormais considérées comme des cibles légitimes, appelant les civils à s'en éloigner. De leur côté, les responsables kurdes dénoncent un encerclement total et rejettent toute responsabilité dans les bombardements signalés par les autorités. Face à la dégradation de la situation, les écoles, les administrations et l'aéroport d'Alep ont été fermés. Pour de nombreux habitants, ces scènes rappellent les années de guerre qui ont ravagé la ville entre 2012 et 2016. Nous n'avons nulle part où fuir, confie une mère de famille, traumatisée par le retour des combats. Ces affrontements sont les plus violents depuis l'échec de l'accord signé en mars, censé intégrer les institutions kurdes au sein du nouvel État syrien après la chute de Bachar el-Assad. Soutenues par les États-Unis, les forces kurdes restent un acteur clé du nord syrien, mais leur relation avec le pouvoir central demeure profondément tendue. À Alep, l'exode reprend, et avec lui, l'angoisse d'un conflit que beaucoup espéraient révolu. Au Soudan, la guerre pousse des milliers de civils sur les routes dans un va-et-vient épuisant entre frontières et lignes de front. Dans le sud du pays, l'offensive des paramilitaires autour des sites pétroliers stratégiques a déclenché un nouvel exode, souvent sans issue durable. Dans l'est du pays, s'entassent des familles déjà brisées par des mois de conflit. Quand les combats ont atteint la ville pétrolière de Heglige, Dowa Ahmed n'a eu d'autre choix que de fuir. Paralysée des jambes, cette mère de 5 enfants a traversé la frontière sud-soudanaise, accrochée au dos de son mari, laissant derrière elle maison et biens. Nous sommes partis sans rien, seulement avec les vêtements que nous portions, raconte-t-elle aujourd'hui, allongée sur une couchette de fortune dans un camp de déplacés près de Gadaref. Comme elle, plus de 50 000 civils ont été jetés sur les routes par l'intensification des combats dans le Kordofan Sud, devenu l'un des nouveaux épicentres de la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Après avoir trouvé refuge au Soudan du Sud, beaucoup ont dû revenir, faute de nourriture et d'assistance. Dans le camp d'Abu Naja, plus de 1200 personnes vivent entassées sur un terrain exigu. Femmes et enfants dorment à même le sol, affrontant le froid nocturne avec peu de couverture. La nourriture est rare, l'eau tirée d'un seul puits, et le dispensaire improvisé peine à répondre aux urgences. Certaines familles ont été séparées durant les évacuations. Sarah, 14 ans, veille seule sur son petit frère, sans nouvelles de leurs parents restés de l'autre côté de la frontière. La sécurité était la seule chose qui comptait, confie une déplacée. Mais ici, à Gadaref, la survie reste un combat quotidien. Les autorités locales reconnaissent un camp débordé et lancent des appels à l'aide.
Pour ces familles prises dans un exode à double sens, la fuite n'a pas encore apporté la paix espérée. Bras de fer politique et diplomatique entre Caracas et Washington. Au lendemain de la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis, la présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodríguez, a rejeté toute idée de tutelle étrangère, tandis que Donald Trump a durci le ton, liant ouverement l'avenir du pays aux ressources pétrolières vénézuéliennes. Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela. À Caracas, la réponse de la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, est directe au premier jour de son mandat face aux déclarations de Donald Trump. Le président américain affirme que Washington est désormais aux commandes après l'enlèvement spectaculaire de Nicolás Maduro, détenu à New York. Mais, quelques heures après cette mise au point, Donald Trump enfonce le clou. Il annonce que les autorités vénézuéliennes par intérim remettront entre 30 et 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Un pétrole qui, selon lui, sera vendu sous contrôle américain au nom du bien des peuples, une déclaration qui confirme l'intérêt stratégique de Washington pour les premières réserves mondiales de brut. À Caracas, Delcy Rodríguez tente de consolider son pouvoir. Elle a procédé à un remaniement partiel, notamment un technocrate issu du secteur pétrolier à la vice-présidence économique et décrété 7 jours de deuil national après une opération américaine ayant fait, selon les autorités, plus de 50 morts parmi les forces vénézuéliennes et cubaines. Le gouvernement conserve toutefois ses piliers sécuritaires avec les ministres de l'Intérieur et de la Défense toujours en poste. L'opposition, elle, reste divisée. La chef de file, María Corina Machado, dit vouloir rentrer au pays, mais a été publiquement écartée par Donald Trump. Sur le terrain, la tension reste vive. Des rassemblements de partisans de Maduro ont lieu dans la capitale, tandis que des ONG et United Nations dénoncent une atteinte grave au droit international. Entre menaces, pétrole et transition incertaine, le Venezuela s'enfonce dans une zone de turbulence dont l'issue reste imprévisible. Depuis la Colombie voisine, d'anciens militaires et policiers vénézuéliens estiment que la chute de Nicolás Maduro ouvre une fenêtre historique. Exilés depuis plusieurs années, certains se disent désormais prêts à retourner au pays pour participer à la reconstruction des forces armées et instaurer un nouveau commandement. À Cúcuta, ville frontalière de la Colombie, l'annonce de l'arrestation de Nicolás Maduro a résonné comme un tournant. Pour des dizaines de déserteurs vénézuéliens, anciens soldats et policiers réfugiés ici depuis près de 7 ans, l'impensable est devenu possible. Ces hommes, considérés comme des traîtres par Caracas, après avoir quitté l'uniforme, affirment suivre de près l'évolution de la situation politique. Certains envisagent désormais un retour au Venezuela avec l'objectif affiché de contribuer à la mise en place d'un nouveau haut commandement militaire, débarrassé des figures loyales à l'ancien régime. Selon eux, malgré la capture de Maduro, la hiérarchie actuelle reste fidèle au pouvoir en place et à la présidente par intérim Delcy Rodríguez, investie après l'opération américaine. Les déserteurs accusent ces responsables d'être impliqués dans des violations des droits humains et estiment qu'une réforme profonde des forces de sécurité est indispensable pour restaurer l'état de droit. Tous se disent néanmoins prudents. S'ils n'excluent pas la force, ils affirment privilégier une transition politique par les urnes aux côtés de figures de l'opposition comme María Corina Machado, prix Nobel de la paix. Entre espoir de changement et crainte d'un affrontement fratricide, ces exilés avancent sur une ligne étroite, une certitude de mort pour eux. La crise vénézuélienne entre dans une phase décisive où l'armée pourrait devenir l'un des enjeux centraux de l'après-Maduro. Icône mondiale du cinéma et figure engagée de la cause animale, Brigitte Bardot est honorée à Saint-Tropez lors d'une cérémonie voulue sombre et largement privée. Décédée le 28 décembre à l'âge de 91 ans, l'artiste laisse derrière elle une empreinte culturelle et médiatique unique, indissociable du petit port méditerranéen qu'elle avait propulsé sur la scène internationale. Personnalités et admirateurs se rassemblent à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, pour un dernier hommage à Brigitte Bardot. La messe a eu lieu dans l'église Notre-Dame de l'Assomption, au cœur du village. Fidèle aux volontés de l'ancienne actrice, la cérémonie se déroule sans chichi et en grande partie à huis clos, réservée à la famille et aux proches de la Fondation Brigitte Bardot. Les invités sont acheminés par navette maritime vers une zone strictement contrôlée.
Aucune liste officielle n'a été communiquée, mais plusieurs figures connues du monde culturel et militant ont été aperçues. Dans la petite église au mur aux teintes chaudes, des chaises supplémentaires ont été installées et des bouquets de fleurs simples décorent les bancs. Des couronnes ont été déposées notamment par la chanteuse Mireille Mathieu et par l'animateur de télévision Michel Drucker. À l'extérieur, la cérémonie est retransmise sur écran géant pour les habitants, sur le port et la place des Lys, tandis que les chaînes de télévision doivent composer sans signal officiel. Après l'office religieux, le cortège funèbre traverse le village sous les applaudissements discrets du public, avant une inhumation strictement privée au cimetière marin face à la Méditerranée, à proximité de la Madrague, la maison où Brigitte Bardot a vécu retirée du monde et s'est éteinte. Pour préserver l'intimité de cet ultime adieu, la préfecture a interdit les survols de drones et d'aéronefs. En début d'après-midi, la municipalité organise un moment de recueillement public sur les hauteurs du village, une dernière étape avant que Saint-Tropez ne retrouve son calme hivernal, fidèle à l'image que Brigitte Bardot aimait célébrer, celle d'un village silencieux, loin du tumulte et du luxe qu'elle avait pourtant contribué à faire naître. En note finale, face au vieillissement démographique et à la pénurie mondiale de main-d'œuvre, le patron de Nvidia voit dans le robotique une solution d'avenir. À Las Vegas, en marge de CES, il a défendu l'idée de robots immigrants IA, capables selon lui de soutenir la croissance économique plutôt que de détruire des emplois. Des robots pour combler le manque de bras. C'est la vision défendue à Las Vegas par Jensen Huang, le patron du géant américain Nvidia, en marge du salon technologique CES. Alors que l'intelligence artificielle suscite de fortes inquiétudes sur l'avenir de l'emploi, Jensen Huang prend le contre-pied. Selon lui, la révolution robotique va créer plus d'emplois qu'elle n'en supprimera. Les robots, explique-t-il, permettront de compenser une pénurie mondiale de travailleurs qui ne se compte plus en milliers, mais en dizaines de millions, conséquence directe du vieillissement et du déclin démographique. Le dirigeant parle de véritables immigrants IA destinés à épauler les humains dans les usines, la logistique ou les tâches pénibles que les sociétés développées peinent de plus en plus à pourvoir. Pour lui, l'équation est simple. Plus de productivité signifie plus de croissance. Et donc, à terme, davantage d'emplois humains. Très optimiste sur le calendrier, Jensen Huang affirme que des robots aux capacités proches du niveau humain arriveront non pas demain, mais dès cette année. Une affirmation audacieuse alors que le nombre de démonstrations au CES montre encore des machines aux gestes limités. Nvidia entend se placer au cœur de cette transformation en fournissant toute la chaîne technologique, des puces pour entraîner les intelligences artificielles, des systèmes de simulation et des ordinateurs embarqués qui feront office de cerveau. Pour le patron de Nvidia, ces machines ne remplaceront pas l'humain. Elles deviendront un pilier invisible de l'économie mondiale de demain. Et voilà, c'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.